L'épisode de cette semaine est, comme à l'habitude, une présentation de Service Pelletier-Gosselin pour tous vos besoins de support administratif pour votre association Petite Entreprise. Ils font de la tenue de livres, des paiements en ligne, ils font la tenue du membership là, pour le suivi aux membres. Donc, donnez-leur un petit coup de fil pour découvrir leur service. Ça va leur faire plaisir de vous aider comme ils nous aident, nous, à l'association. Et également par Brasseur RJ, qui est notre commanditaire bière cette année. Donc, si vous n'avez pas encore goûté les bons produits RJ au tailgate, ben, venez nous voir. On a de la belle gueule à tous les matchs pour les membres. Donc, c'est encore le temps de devenir membre pour les montagnards. Même si vous n'avez pas la saison au complet, ben, il reste la moitié de la saison, les éliminatoires. Puis, ça va toujours pour la bonne cause. Donc, continuez de nous encourager et profitez des bons produits RJ. Bon podcast tout le monde. C'est sur une note un peu sombre que je vous souhaite la bienvenue à l'épisode de cette semaine. Avec moi, comme à l'habitude, Tam, Sylvain Deux-Fanarbeau, François MDM, Mathieu. Bonjour tout le monde. On commence avec, ça fait le tour des médias sociaux, puis même des médias traditionnels cette semaine. Le décès de Jonathan Beaulieu-Richard, ancien capitaine des Carabins. Toute la famille des Carabins était très triste de cette nouvelle-là. Décédé à 33 ans des suites d'un cancer quand même assez rare. Là. Je ne rentrerai pas dans le médical de la chose. C'est pas super pertinent anyway. François, Sylvain, vous l'avez connu plus que moi, hein, je pense. Ouais. Ouais, pas mal, ouais. Fait que vos impressions suite à ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Puis c'est sûr qu'on envoie nos sympathies à toute la famille et tous les gens qui l'ont connu, évidemment. Ouais. Toi, Sylvain, en plus, tu as connu le père, hein, parce que le père Écoute, était je pense qu'à toutes les games, j'étais stationné, puis je me rendais au stade avec Mme Beaulieu, puis M. Richard. M. Richard était tellement impliqué dans le football, lui, que c'était un des gars qui forçait pour ramener le football à Trois-Rivières. Là. Un moment donné, il y a eu une espèce de gros putsch que la haute direction de Trois-Rivières avait renversé. Ça doit faire quoi, 5-6 ans? Puis il est décédé comme 1 an ou 2 après. Là. D'ailleurs, il a écrit un livre sur le football qui a été lancé, sur le football en Mauricie. Ça a été lancé juste après la mort de Jonathan cette semaine. Puis Jonathan, quand il est sorti du cégep, il n'était pas le gars le plus. Il sortait des Diablos. C'était un bon joueur de football. Il était déjà physiquement. Ah, il était bon. Hein. Il avait l'air d'un backer, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas une recrue. Il n'était pas étoile au cégep. Il n'était pas recruté très fort. Il était à. Il m'avait conté qu'il avait été à Laval. Puis Constantin, il a dit la toilette est là. Puis locker room est là. Puis reviens me voir si ça t'intéresse. Puis à Montréal, je pense que c'était coach Santerre à l'époque qui avait prêté de l'intérêt. Avec tout ça comme. J'aime autant venir à Montréal. Puis à Montréal, écoute, il a connu toute une carrière. Il était starter en partant. Oui. Force tranquille. Ça a été rapidement. Puis il frappait fort, hein, on va se le dire. Quand JBR frappait, ça revolait. Là. Mais par force tranquille, je veux dire, il a été capitaine rapidement, mais il a été un leader dans la chambre, un leader par son comportement, mais aussi par sa façon de parler. Là. Moi, je me souviens, je l'ai eu plusieurs fois en entrevue. Très articulé. Ultra articulé. Puis, c'était dans les années où les recrues carabins, c'était pas toujours les joueurs les plus brillants. Là. On avait souvent des. Je dirais peut-être pas les plus habiles derrière un micro. Les plus polis, disons, dans le sens de travailler. Puis, lui, tu le sentais, hein, son côté studieux. Il avait fini en pharmacologie ou en pharmacie. Là, je ne sais plus c'est quoi la différence, mais avec mérite. Donc, repêché. Moi, je me souviens de la dernière entrevue quand j'avais faite avec lui à Bishop. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ça. Là, c'est sur. Je pense qu'on devrait les poster à un moment donné. Mais c'est sur la page Facebook, pas la page Facebook, mais sur le blog d'Aller les Bleus. Là. On a des vieilles entrevues avec Beaulieu-Richard. Toujours articulé, toujours sympathique. Jamais, à aucun moment, il a refusé de faire une entrevue. Il était toujours là. Puis toujours du respect. À ce moment-là, on perdait plus souvent, fait que c'était difficile des fois pour avoir les gars en entrevue. Oui, mais un gars articulé, vraiment, quand je dis force tranquille, c'était vraiment le leader. Tu sais, c'est pas pour rien que présentement, on l'appelle encore le capitaine. C'est le capitaine, tu sais, c'est ça. C'est une grosse perte, là. Ça faisait quand même un certain temps qu'on savait qu'il était malade.
En fait, il était malade, il était plus malade, puis il était malade. Là. Il nous a annoncé une rémission, mais finalement, comme beaucoup trop souvent, le cancer a ressurgi. Donc, effectivement, mes sympathies à toute la famille, à sa sœur, à le restant de sa famille, à sa femme, ses enfants. Et surtout à toute la famille Carabin qui l'ont mis. Ouais. C'est sûr que moi aussi, j'ai une relation un peu spéciale avec tout ce qui est cancer. Mon père qui nous a quitté cette année, mais c'est pas pour revenir là-dessus. Mais si jamais ça vous affecte et que vous voulez faire quelque chose, écoutez, il y a différentes fondations là, que c'est possible de donner sur la recherche contre le cancer. On parlait d'un cancer qui était vraiment spécial. Donc, c'est très dommage. Trop jeune, beaucoup trop jeune. Quelqu'un de spécial qui nous quitte. Donc, ça nous rappelle que la notion de famille, ça fait qu'on suit des gens, puis des fois, on les perd en cours de route. Ça fait partie du deal. Puis, apprenons à apprécier les gens pendant qu'ils sont là. Je pense que c'est une leçon à retenir. On va changer de sujet. On va essayer de se remettre la tête in the game. The show must go on. Il y avait un match fin de semaine dernière. Les Carabins ont, je continue de le dire, traversé la montagne pour aller affronter les Redmen de McGill. Ce qui me fait rire parce que Ils ont pris Christophe Colomb, ils ont tourné par là. Ouais, non, mais c'est parce que les commentateurs de McGill en anglais, moi je l'ai écouté sur le stream, ont fait la même affaire. Ils ont dit on traversait la montagne, puis là l'analyste a dit non, ils l'ont pas traversé cette année parce que c'est en Claude Robillard, puis ils ont fait la même affaire que toi. Fait que je fais franchement. Donc, j'ai écouté sur le stream, mais je pense que j'ai. T'as manqué ce bout-là, hein? J'ai pas mal enlevé le son. Moi, je travaillais en même temps. J'écoutais, je travaillais. Fait que tout le monde est d'accord avec toi, Sylvain. Là, c'est pas une vraie bataille de la montagne cette année. Pour une fois, on n'est pas obligé de la dire. Mais bon, somme toute, une victoire relativement facile des Carabins. Je vous épargne le play-by-play, mais en gros, le premier quart a été un petit peu plus lent. McGill avait même pris les devants 5-0 à un certain moment. Puis c'est au début du deuxième quart. C'est tout de partir fort, ces games. C'est une des caractéristiques. Ouais, là, c'était un cas classique de est-ce que c'est McGill qui a parti fort ou les Carabins étaient encore ses somnifères? Moi, personnellement, je pense que c'est McGill qui est parti fort parce que le plan, vous le voyez, on va en parler, je sors dans le bain tout de suite. Là. Les Carabins avaient décidé d'y aller avec une couverture. Ils allaient pour empêcher Eloi de courir. Puis Chris, il a joué il a littéralement décidé de lancer le ballon. Puis il a découpé, il a été bon. Personne ne s'attendait à ça. Il a traversé le terrain avec son bras. Sur la première séquence, là, 63 verges qui a crevé dans la red zone, mais ça a donné un placement quand même. C'est typique de McGill. Depuis le début de l'année, leur première drive est toujours bonne. Ouais. Puis les Carabins n'ont pas fait grand-chose offensivement dans le premier quart. Dans le premier quart, ils n'ont rien fait. Là. Mais là, arrive le deuxième et hop, là, on commence à bouger. Drive de 58 verges, on recule l'adversaire au bout 2 points. Un autre drive de 62 verges avec Raheem Canal Charles Special dans la zone début. Je voulais le plugger. Boyer, Chabot avec son deuxième du match. Boyer et Couture pour McGill qui sauve un peu l'honneur pour une victoire qui n'a jamais vraiment donné place au doute de 21. Excusez, j'ai perdu le score. 29-12, si ma mémoire est bonne. Exactement. Excellent. Donc, pas un match serré. Pourtant, dans mes entrevues, je le dis très bien que c'est 29-9. Oui, tout était perdu. Mais un petit fait qui est intéressant, c'est que quand on regarde les first downs, Montréal n'a 21, McGill n'a 19. Il n'y a pas eu grand différentiel. Mais Montréal, les longs jeux étaient là. McGill n'était pas capable de faire de longs jeux. Vraiment pas. C'est vraiment pas. Puis, ça a commencé à planter au deuxième quart, là, mais oui, l'attaque a reparti, mais la défensive de Montréal a commencé à. Le plan, ils nous l'ont dit, là, la O-line, la D-line de Montréal devait faire écraser la D-line. Non, je recommence. La D-line de Montréal devait écraser la O-line. Il met de la pression sur Éloi. Ça a été long à mettre en place, mais dès le deuxième quart, tout s'est effondré. Ils ont fini avec 9-10 sacs. Là. Ça décroche. T'empêches Éloi de courir, t'élimines le jeu de McGill. Puis c'est ça. Mais vous parlez de ça, mais pour Broderick, là, qui est vite en latéral. Éloi n'était pas capable de semer pantoute. Du moment qu'il allait comme en dehors de la pochette, il y avait Broderick qui courait après. Puis Broderick, je vous rappelle qu'il avait couru après Muganda à Laval, puis Muganda n'était pas capable de semer en latéral. Broderick le suit. Ouais, quand tu te fais suivre l'autre bord, c'est un peu décourageant parce que tu n'es pas capable de faire de gros jeux. Là.
C'est là quand tu te rends compte qu'on a quand même deux solides bons secondaires en Maclue puis Nicky, parce que Nicky aussi, là, ça fait deux grosses games qui jouent. Non, c'était Pour, écœurant. pour la statistique, François, c'est 9 sacs du quart. Là. Ils ont fait le plein. Ah ouais, complètement. Là. Puis, tu sais, j'ai eu le mal. Hey, je vais juste passer aux notes de Sylvain. Alors, le ramassis de notes. Le ramassis de notes. Bon, commençons. De deux fans. Première remarque, on a bien distribué le ballon. Quand coach Machocha il arrivait après la game et il disait on a bien distribué le ballon, c'est beaucoup de receveurs différents et des porteurs de ballon ont eu le ballon, puis ça a été une des caractéristiques de la rencontre. Pas mal de on a fait les foutus latérales que je voulais à Bébé. Pour moi, il nous écoute. Pour moi, il nous écoute. C'est ça. Ils ont fait une coupe de latérales au niveau running. En fait, on a trouvé. A-t-on trouvé notre running back numéro 2, Frank? Je pense que oui. En tout cas, moi, il m'a impressionné, mais je pense qu'on en a d'autres. Mais le problème, c'est qu'ils sont ils sont dans des parties de famille pour quelques jours encore. Donc, mais quand. Oui, c'est ça. Mais les autres, quand ils ont vus depuis le début de l'année, il n'y en a pas un qui s'était manifesté comme prétendant au numéro 2. Là. C'était un peu fou. Ouais, mais depuis le début de l'année, on s'enchaînait à aller au centre aussi, là, sur les courses. Là. Mais on allait au centre aussi. McGill nous a tout bloqué au centre toute la game. Là. Complètement. C'est ça que je dis. La différence sur le fait que le jeu au sol ait fonctionné, c'est qu'on a utilisé les latérales. Ouais. Parce que toutes nos courses au centre, ça a été des courts gains, là, sauf le fameux jet suit avec Chabot, ça a marché 3 fois, je pense. Ça. Oui. Un diverge automatique, bing. Autre note, Jones Dudley. C'est bon, hein? Élite de la Ligue? Point d'interrogation. Ben, la manière qu'il joue, il est dans les bons right now. Là. Il est solide. Là. Écoute, y a-tu quelqu'un qui l'a vu échapper un ballon depuis le début de l'année? Ben oui, la semaine d'avant, là, mais il a attrapé beaucoup de difficiles, hein? Oui, il est dans les très fiers depuis le début de l'année. Les mains comme ça, là, très loin. Puis c'est un solide, c'est une bonne pièce de gaillard. Je l'ai pas vu ben assez proche. Ouais. Alors, vu qu'on parle des receveurs, est-ce qu'on s'attend au retour du party de Noël de M. Dosso à la prochaine game? Je sais pas, mais est-ce que si Frank, ton 6 semaines était vrai, ça serait ça, là? Ben, bon. Disons que moi et Tam, quand on était sur le terrain pour faire les entrevues, on a vu qu'il était en train de s'essuyer le coin des lèvres et de jeter sa serviette de fin de repas. Donc, peut-être qu'il n'y a pas... C'est quoi cet indice-là? Lis entre les lignes, Sylvain. Lis entre les lignes. Sylvain, en gros, il recevait des ballons, puis il lançait des ballons. C'était le gars qui... Il sort de table. Ouais. Mais ça, t'as le droit de le dire, Frank. Là. Si tu le vois, t'as le droit de le dire. Je sais, mais c'était une blague pour continuer avec notre métaphore des repas. Mais là, on parle du retour potentiel de Dosso et Tam, dans ses recherches incessantes sur les Carabins, a découvert un nouvel arrivant dans l'alignement. C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est François, là. C'est Frank qui l'a trouvé? Carabin.com/alignement, allez voir. Et qui apparaît, qui n'était pas là au début de l'année, Ranger Danger. Qui était un des receveurs, un des 3 receveurs qui ont fait la pluie et le beau temps avec Sénécal à Grasset, les autres étant Mittal et Marchand qui est maintenant à Sherbrooke. Ranger avait des statistiques incroyables. Là. Puis Ranger est vraiment le type de... est aussi un type de receveur éloigné, disons. Là. Pour vous montrer à quel point en plus d'être roux. La profondeur était affectée cette semaine. Boulanger jouait comme receveur et non pas comme porteur. Oui, mais c'est ça. Pour parler du retour de Ranger, effectivement, je me mets à fouiller pour mes entrevues, puis je tombe sur sa photo. Photo qui est, bizarrement, on dirait faite par iPhone, tu sais. Puis, tabarnak. Mais tu sais, ça fait 2 ans, plus que ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué au football. On a recruté 2020. Ouais, en 2020. Ah, peut-être qu'il lance des ballons l'été avec Sénécal, on ne sait pas. Ah, on ne sait pas, mais ça veut-tu dire qu'on est rendu loin dans le depth chart si on est rendu à aller rechercher des joueurs dans les estrades?
tabarnouche, c'est le boulanger comme receveur, mais il a pas mal joué. André, Frank, si on va chercher Ranger Danger, là, on peut aller chercher loin. Le rendu là. Ah non, moi là, s'il est le moindrement en forme, s'il s'est gardé le moindrement en shape, là, puis il a gardé son petit quick, là, puis là, je pense que Muganda, je suis pas sûr qu'il va revenir de son party de Noël, par exemple. Là, j'ai bien l'impression qu'il est parti pour l'été, là. Pour l'année, là. Mais tu sais, là, on aurait eu ces trois-là avec Muganda, puis l'anglais aussi, là, le problème, c'est qu'on a des fucking de bons receveurs, là, moi, qui m'avaient impressionné lors du début, mais qui sont tous blessés, là. En tout cas, ça nous redonne la profondeur. L'autre chose par rapport au match, on n'en parle jamais assez, c'est Chabot, là. Chabot. Carlos! Il fait toujours avancer le ballon de 36 façons. On parlait du jet suit. Il a fait une réception de quoi, 35-40 verges? Il y en a deux. Il y en a deux pour des touchés. Son plus long, c'est 31. La première, c'était un 31. Là. Puis il y a une chance qu'il y a une ligne en arrière de la zone des buts parce qu'il courra encore. Je m'excuse, son plus long, c'est 33. C'est sa course, son jet sweep qui est 31, excusez-moi. C'est 7 attrapés, 76 verges, un touché, mais son plus long, c'est 33 verges. Plus du scrimmage, des yards from de retour de beauté. Là. Absolument. Puis c'est Dudley qui en a un de 50 verges. Oui, ça c'est un Dudley, il a la vitesse pour aller hors de On a un de 56 aussi. Là, on a fait des longs jeux. Oui, c'est les longs jeux qui ont fait la différence. Autre note, qu'est-ce que cette D-line sans fin? Il y avait combien de D-linesmen habillés? Et deux, ils ont tous joué, ils ont tous pas mal joué et ils ont tous excellé. C'est comme une joke, ça, là. Il y en avait autant que c'est au line de McGill, tu dis, c'est qui, lui? C'est juste qu'ils ont habillé des joueurs qu'ils n'avaient pas habillés dans les dernières semaines, comme Ojo puis Mutombo. Oui, mais il y en a un autre. Il y en a aussi un gros plaqueur, Ngata, quelque chose de même. Une minute, je les ai. Ça, dans ce temps-là, Sylvain, on ne parle pas de profondeur, on parle de largeur. Ça, c'est de la largeur. En fait, il s'installe sa ligne, puis les autres à côté, on l'a ici. On parle ici d'épaisseur. Je vous le dis. C'était Bradley Nsaka, le 95. C'est ça, c'est Nsaka. Ouais, qui était un gracieux. Il a super bien. Ils ont tous bien joué, là. Puis, à un moment donné, on va dire, c'est McGill, c'est la O-line, là. Mais... Non, la O-line. C'est le futur de notre D-line aussi, là. C'est tous des joueurs qui restent beaucoup d'éligibilité, là. Ouais. Imaginez-vous une O-line qui est comme fatiguée, puis là, tu vois le gars que c'est sa première apparition de l'année, là. Il veut manger les bandes, là. Ça devient tough en tabarouette, les contrôler, là. Par contre, on a perdu un de nos D-line, là, Maisonneuve. Lui, sa jambe a lâché. Là, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il est sorti. On l'a vu rester au sol. Là, mais... Oui, mais il est sorti bras dessus là, avec un autre. Là, mais ça a permis à Mutombo et à Ojo de voir encore plus de. Eux autres ont été vraiment habillés pour mettre du speed puis rentrer. Là, ils ont eu une coupe de sac. Là, Ils sont beaux à voir les deux, sérieusement. Là. Ça, c'est une affaire ça, c'est une affaire qu'Éric n'aimera pas, mais il faut que je parle des arbitres. Ah! Mais il y a certaines games, on dirait que les arbitres, ils sont comme... Ils empêchent la game d'avoir du rythme. On dirait que... Je ne sais pas comment le dire. Là. Mais c'est vrai qu'il y a eu un nombre... Pour les spectateurs, ça devient comme... T'embarques pas dans la game. Là. Il y a eu un nombre anormal de mouchoirs. C'était vraiment, vraiment élevé. Oui, mais... sur plusieurs occasions, sont revenus sur leur mouchoir et ils n'ont pas donné les pénalités. Au moins, il y a ça. Oui, mais c'est juste, puis je sais pas si c'est de leur faute, je sais pas si c'est des équipes, mais moi, en tant que spectateur, quand une game n'a pas de rythme, là, à un moment donné, là, tu t'ennuies. Là. Ça, ce qui est le fun, c'est d'être dans la game, puis voir le prochain jeu, puis embarquer. Absolument. Mais au moins, ils reconnaissaient leurs erreurs, puis à plusieurs reprises, que c'était qui auraient été des longues pénalités. Ils en jasaient avec d'autres. Tu sais, j'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté à critiquer le groupe d'arbitres sur un ensemble. Comme tu dis, le rythme, c'est pas aux arbitres d'assurer le rythme du match. C'est de voir est-ce qu'il y a eu, pour une raison ou une autre, une application trop restrictive de certains éléments. Ouais. Si tu te ramasses avec une il y avait beaucoup d'offside. Il y avait beaucoup d'offside aussi, c'est pas de leur faute. Fait que les offsides, à un moment donné, ils peuvent pas le caler, puis c'est vraiment aux joueurs de se gérer. Les procédures, les offsides,
Ouais. Souvent, tu peux questionner certaines rudesses, certains holdings, mais en dehors de ça, là, les offsides, les procédures, le nombre de joueurs, les délais, c'est vraiment aux joueurs de gérer ça. Mais cette année, j'ai pas vu les statistiques, mais on était encore dans les records de pénalité. Hein. Ça n'a pas de maudit. Mais la réalité, la réalité, c'est que puis les gars, avec tes entrevues, Frank, après la game, ils disent tout le temps, il va falloir travailler là-dessus, il va falloir travailler là-dessus. D'après moi, ils botchent cette partie de leur travail. Là. Je pense qu'ils prennent ce fait-là. Je pense que c'est plus les pénalités offensives qui sont problématiques que les pénalités défensives. Qu'ils sont prêts à les accepter puisqu'ils jouent un style de jeu que c'est tout le temps sur la ligne puis c'est normal d'en prendre. Tandis qu'en offensive, souvent, c'est des pénalités qui pourraient être évitées parce que c'est une mauvaise technique. La réalité, c'est que la majorité de nos pénalités, c'est effectivement offensif. Puis c'est notre jeune O-line qui triche en retenant là. Beaucoup de retenue. Beaucoup de retenue, puis deuxième répété. Hein. Oh putain! Puis ça, c'est plate parce que c'est ça qui casse le rythme, mais qui casse aussi les reins de notre attaque. À un moment donné, Sénécal. Mais eux autres aussi, ils n'ont pas de rythme. Non, mais à un moment donné, Sénécal a ramassé tout le monde. Puis il n'était pas de bonne humeur. Là. Sans farce, il n'était pas de bonne humeur. Mais Sénécal, il est tellement spectaculaire quand il fait son foutu jeu d'arrêter, de juste passer proche, de se faire plaquer par le premier allié défensif. Il vient dessus, il se fait habituellement accrocher par le. Puis il s'en va en courant, puis il réussit tout le temps sa passe par après ça. Là. Il est déstabilisé. Des fois, il en déjoue un, des fois, il en déjoue deux. Puis, mais je pense qu'il n'a pas aimé la tenue de son groupe contre McGill parce que les pénalités lui ont fait perdre une coupe de points encore. Juste avant qu'il quitte et qu'on le remplace par Charles, là, il a calé tout le monde. Je te dis, l'unité complète offensive était réunie dans un coin. Puis Sénécal leur parlait, puis il est parti, puis les gars, ils ont continué à se parler, puis il y a eu un dernier jeu. Je pense qu'il. Sérieux, il faudrait que ça se place. Mais les holdings, c'est toujours un peu compliqué, là, en tout cas. Ma dernière note, finalement, un point qu'on n'a pas relevé, c'est toujours dans le sujet aussi intéressant que style de botteur. Je regardais les stats juste avant d'arriver au podcast. Vous savez que notre ami Boyer a 4 dégagements pour une moyenne de 55,5 verges. 55,5, c'est des chiffres NFL, ça, là. C'est même pas des chiffres CFL. CFL, là, entre 42 et 45, t'es dans la patente, là. Mais au niveau dégagement, il est impressionnant. Il est impressionnant. Ouais. Au niveau précision, ben, on y arrive. On va y arriver. Les dégagements, la seule chose, c'est que des fois, il est un petit peu trop au centre, là. Fait qu'il n'a pas été contre McGill, mais c'était contre... je ne sais pas quelle équipe, là, mais il l'envoyait souvent au centre, là. Le match contre le Rouge et Or, ils envoyaient au centre un peu. C'est une combinaison. Si tu l'envoies en flèche en plein centre, tu es dans le trouble. Si tu lui donnes assez d'auteur, le défensif a le temps de se rendre, c'est moins peu. Tu compliques la vie des gars qui. Tu donnes une opportunité de plus au retourneur, c'est clair. Là. Il y a une option, alors que si tu le mets dans le coin, il n'y en a pas. Non. OK. François, t'avais-tu des choses qu'on n'a pas touchées que tu avais notées de ton côté? Non, mais à part. C'est vraiment notre problématique. Là, le fait qu'on soit en bail va vraiment aider là, parce que ça tombe comme des mouches. Là. Il n'y a plus de receveur. Là, je te le dis. Si on rappelle Ranger, puis qu'on habille Boulanger, puis qu'on ramène, Giroir Langlois comme running back, à un moment donné, c'est parce qu'on est rendu loin en tabarnak là, dans notre création de jeu. En tabarouette. Check ton langage, on va être obligé de mettre ça 18 ans et plus, cette histoire-là. Parce que là, je vais vous rappeler nos receveurs cette semaine. Dudley Jones. Après, on avait Legault et Heineken. Riopel, Chabot, Boulanger, Renault puis Loisel. Sans rien enlever à personne, là, il n'était pas habillé, ces gens-là, alors la première game. Là. Donc, mais tu vois, ta profondeur va se faire tester dans un. Je suis d'accord. Dans une saison. C'est normal. Puis j'aime quasiment mieux que ce soit la profondeur des receveurs que celle des O-line. Il y a des années qu'on a celle de la O-line, puis c'est pas drôle, ça. Là. Non, la O-line. Elle se fait tester aussi, là, sans profondeur, c'est tout mon point de vue. Ouais. Là, à part le VAC qui manque. Le centre janvier, Varenne janvier. Ah oui, c'est vrai. Le VAC, est-ce que quelqu'un a eu. Le VAC était assis à côté de nous autres pendant
pendant la partie. Puis, j'ai demandé comment il allait. Il m'a dit, bon, ça va tranquillement, mais sûrement. Il n'y a pas d'attel, il n'y a pas rien, mais il a toujours de la difficulté à mettre du poids sur sa jambe. Donc, mais on sait que la vraie game, quand est-ce que la vraie game commence, puis c'est là qu'il faut que les gars soient en shape. Là. Oh, je sais, mais il avait de l'air assez confiant de revenir rapidement, mais le pire, c'est que la O-line, il y a des bons joueurs. Là. Moi, je préférais avoir Levac avec nous autres là, parce que c'était un tueur. Là, mais d'ailleurs, il était assis avec PO le stage. Là, tu voyais les deux tueurs un à côté de l'autre. Non, la O-line n'est pas mauvaise. C'est la cohésion un petit peu qui manque par bout. On l'a vu en deuxième moitié de match. Ils ont commencé à resserrer. Puis là, la course a commencé à fonctionner. Chapeau à eux. Tam, de ton côté, qu'est-ce qu'on a manqué? Bon, pas grand-chose. La défensive, rien à dire, comme d'habitude. C'est un charme. Quelques ballons échappés qui auraient fait des interceptions, mais bon. C'est là que tu rappelles aux DB qui sont DB pas receveurs, mais c'est pour ça qu'ils sont pas receveurs. Ils ont joué un match, à part la première séquence, ils ont joué un match. Toi, tu lui dis en entrevue dans leur face. Oui, j'ai dit ça à si bon. On n'a accordé aucun touché à McGill. En bas de 200 verges par la passe, en bas de 100 verges par la course. Je pense qu'il y a plus d'équipes qui avaient réussi à faire ça. Là. Hey, cette carrière-là, hyper mobile. Ouais, de contenir Eloi comme ça, personne n'a réussi ça cette année. Ben, c'est ça. Là, je vais parler un peu de McGill. Moi j'ai trouvé McGill relativement bon. En tout cas, Eloi est impressionnant. C'est une recrue. Il ne faut pas oublier que c'est une recrue. Hein. Eloi, comme Sénécal, il manque ces bons receveurs qui sont en party. Là. Pas de Simmons dans l'alignement, pas de. T'enlèves les gros targets habituels. Ça... Mais c'est sûr que dans la RSEQ, j'ai ça de dire la RSEQ, parce que la RSEQ, c'est le sport étudiant en général, il m'énerve, mais en tout cas, dans le football universitaire, il n'y a jamais eu, puis je ne suis pas le premier à le dire cette année, là, autant de corps arrière de premier plan qu'on a. Là. Ah, ils sont tous bons. C'est vrai. Ils sont incroyablement bons. C'est impressionnant. On va passer à notre seul autre sujet qui est regarder ce qui se passe dans le reste du pays. On n'a pas de game preview à faire pour la fin de semaine. Bon, il y a eu une dégelée en règle à Laval. Comme dans le temps. Laval était dans le temps. Ouais, mais Laval était réellement en mission. Là. Ils ont voulu mettre un signal à tout le monde que leur attaque avait enfin du rythme. Puis ils l'ont trouvé. Desjardins a été extraordinaire. Là. Je me souviens plus, il est combien? Là, genre, il y a un moment donné, il était à 20 en 23. Ça n'avait aucun sens. Desjardins sans pression, c'est un bon carrière. C'est ça qu'ils ont présenté leur premier recruté à mi-temps sur le terrain. Ouais. Hey, Desjardins a fini 25 en 29 avec 364 verges. 5 touchés. C'est une performance digne du. Mais si tu fais 60 points, tu vas avoir des stats. Ils ont marqué 43 points consécutifs. Ouais, mais tout a fonctionné. Là. Tout a fonctionné. On dirait quasiment que le terrain est en angle. Mittal était extraordinaire, comme toujours. Il joue enfin. On dirait qu'il l'utilise enfin comme il devrait. Non. Vraiment, là, une belle performance. Leur porteur de ballon, ça a été un peu moins ça. Là. Ils ont réussi à courir, mais pas comme d'habitude. Mais l'attaque aérienne est extraordinaire. Vraiment, Laval est en mission. Ils voulaient envoyer un signal. Puis ils ont réussi. Ils ont vraiment réussi. 224 verges d'attaque au sol. Tout a fonctionné. Ah ouais. C'est compliqué, là. Mais à un moment donné, quand tu l'avance par une grosse marge aussi, ça l'aide le jeu au sol. L'autre équipe ne joue plus. Là. Non, mais je suis d'accord. Mais tu sais, vous savez qu'au football, les règles de 3, ça n'existe pas. Là, mais on a vu Concordia jouer contre nous autres. Puis le Roi réussissait à nous découper comme du monde. Puis ils ont réussi mais Frank, le principe des blowouts, c'est qu'à un moment donné, l'autre équipe ne joue plus. Là. Ouais, c'est ça. Parce que Concordia avait quand même bien débuté le match. Là. Ça a pris un quart. Ouais. Mais vraiment, super performance de Laval. On dirait que tout d'un coup, qu'il avait changé de coordonnateur offensif. All right. Semaine, reste du pays. Ben, écoutez, si vous aimez les blowouts, vous avez été servi cette semaine. Écoute, l'Ontario. Le seul match intéressant, c'était GG's puis contre Laurier. Laurier a mené toute la game, puis les GG's ont gagné avec un placement dans les dans la vraie vie, l'Ontario a toujours été la conférence des blowouts.
Ouais, mais des fois, il y avait une coupe de matchs serrés, mais Ouais. c'est pas cette semaine qu'on l'a vu. Là. Cette année, c'est Western et Queen. Là. Oui, Les absolument. Puis, Dinos ont perdu 46-4. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Ouais, non, les Ouais. Dinos, oublie ça, là, ça va vraiment mal. Regina qui s'installe solidement deuxième. Et Calgary avait même pas 150 verges d'attaque. Ah non, c'est une catastrophe, Calgary. Là. Qu'est-ce qui est arrivé à BU? Pourquoi c'est 0-0? La game a été annulée, reportée à cause de l'ouragan. Ah, Ben Chris, oui. bonne réponse. Bonne raison. Mais oui, hein. Imagine-tu faire des passes, Frank, avec ça? Hey, Chris, hein, le ballon, tu le retrouves à Montréal. Le ballon sort du terrain. Ça a joué le dimanche, mais comme les conditions étaient encore incertaines, ils ont décidé de ne pas finir Bishop. Ouais, puis c'est ça, Bishop, ils ont du village à faire. Le match a été remis à l'agenda encore. D'après moi, ça va dépendre du classement. S'ils vont avoir une incidence sur le classement, peut-être qu'ils vont le reprendre. Sinon, ils vont peut-être le laisser tomber. C'est l'impression que j'ai parce que avec des nombres impairs d'équipes, je ne vois pas où ils pourraient replacer ce match-là. Puis tu ne peux pas jouer 2 matchs en 4 jours. C'est drôle de voir le classement de l'Ouest, hein, parce que dans les dernières années, les Bisons, UBC et les Dinos, c'était comme les équipes fortes. Mais là, les Dinos ont toujours été l'Université Laval de la conférence. Là. Ouais, les Rouges qui dominent. Là. Ouais, UBC qui nous a mangé, et qui ont été forts pendant plusieurs années. Là, il n'y a rien qui se passe. Puis les Bisons aussi, ils ont une équipe moyenne, mais là. Mais les Bisons, c'est vraiment des cycliques. Là. Ça dépend où est-ce qu'ils en sont dans leur. Non, mais moi, je trouve personnellement qu'il y a une bonne équipe. Je pensais que ça allait être la deuxième équipe dans l'Ouest. Mais quand on avait pogné les Bisons dans notre vanier, c'est parce qu'ils étaient en fin de cycle. C'était toutes des 4e et des 5e années qui étaient Oui, mais ils ont une équipe aussi. Cette année? Ben, sur papier, oui. Là, je pense qu'il y a des problèmes de. Il reste encore bien du football. Hein? Dans l'Ouest, là, d'une semaine à l'autre, ça peut être quelqu'un d'autre qui gagne. Là, donc, sauf Calgary, qui est vraiment pas bon cette année. Là. Mais toutes les 5 autres équipes. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant. Dans la bataille de Toronto, Toronto a gagné. Ça a créé une claque à la York. Oui, il faut qu'il y ait quelqu'un de poche à Toronto, ça a l'air. C'est bien nécessaire. Ouais, mais Toronto est surprenant cette année. Ils sont vraiment surprenants. Avec le line-up qu'ils ont, ils sont surprenants. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables de reproduire ça en série après. Non? Match de la semaine à venir, les Carabins sont en bail. On va essayer de se trouver un petit quelque chose à jaser la semaine prochaine. Surveillez-nous, on travaille sur quelque chose. Pendant ce temps-là, au Québec, on a Sherbrooke et Concordia. Pour le Shrine Bowl. Le Shrine Bowl, c'est ça. Il est quand ce match-là? Samedi. Samedi à 2h. 1h. C'est pas la partie à la télé? Non, c'est McGill. OK. Et McGill qui s'en va à Laval arrivera ce qui devra arriver probablement. En Ontario... le Panda Game, c'est la même partie de la le fameux Panda Game au TD Stadium, au TD Place, qui est sold out. Ils l'ont annoncé aujourd'hui. Et avec des règles de savoir-vivre renforcées suite aux incidents des autres années. Parce que nous, on est allés il y a quelques années. Et il paraît même que suite à notre visite, ça avait dégénéré dans les années suivantes. Nous, on a vu un paquet d'affaires qui n'avaient pas de sens, du monde dans le coma éthylique dans le corridor, du monde qui buvait dans des chaussures. Apparemment que ça a empiré. Et là, ils resserrent un peu la bride là, pour essayer de calmer tout ça parce que... C'était le premier match post-pandémie l'année dernière, puis je pense que les étudiants avaient du méchant à sortir. Là. Ouais, quand la game de football devient très, très secondaire. Mais là, le match risque d'être intéressant puisque les deux équipes ont une bonne fiche aussi. Fait que... Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que serait le Panda Ball sans 2-3 coma éthyliques? D'après moi, 2-3, Frank. Tant qu'il ne brûle pas de char, je pense qu'on peut être heureux. T'sais. Non, les chars, c'est pas au football, c'est les sofas qu'on brûle au football. Oui, c'est voilà. Non, ouais, gardez ça, les traditions, bordel. Traditions. Les deux parties du Québec sont à la TV. Là. Sherbrooke, le Shrine, là, c'est samedi à TVA Sport, puis Laval, c'est dimanche à TVA Sport. Parfait.
Ce qui est intéressant en fin de semaine aussi, c'est que Football Canada organise sur leur page YouTube ce qu'on appelle un peu le Red Zone, que tous les matchs U-Sport vont être présentés en même temps en écran partagé, puis ils vont focusser sur une game quand il y a des jeux intéressants. Un peu comme The Zone qu'ils font avec. Exactement, c'est le même principe. Ils avaient fait ça les deux dernières années. Ils ont copié sur The Zone, là. Oui, exactement, c'est ce qu'ils disent avec les. C'est pas une mauvaise idée. Fait qu'on va pouvoir regarder toutes les blowouts en même temps, c'est ça? Ben là, c'est 4 en même temps, ces écrans, là, fait que ça sera pas tout. OK, juste 4 à la fois. C'est pas pire. Le décalage, tu le fais 3 fois. Fait que c'est pas pire. Puis là, Bishop, faut qu'il gagne en fin de semaine. Bonne blague, Eric. Excusez, je me suis dit que si je l'étirais, ça deviendrait plus drôle. Mais moi, je vais en profiter pour reprendre des forces pour la deuxième partie de la saison. Oui, aller faire un peu de plein air, prendre l'air un peu. Il annonce beau. Donc, on va faire ça en fin de semaine, là, profiter du début des couleurs. Moi, je suis dans le nord, là, ça commence. Là. Ça a pas mal pris. Moi, je m'en vais dans le sud. Bon, on close tout ça, les amis? Pas le vrai sud, dans le sud du Québec. Oui, dans les cantons. Voilà. Right. Donc, c'est notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Pour vous joindre au Montagnard, bien, comme je l'ai dit en ouverture, c'est encore possible de le faire. L'inscription est à 40 $ pour l'année. Même si vous profitez de juste la moitié de la saison, ça vaut encore la peine. Et toute la balance des sommes va aller dans le fonds de bourse pour les étudiants athlètes de l'équipe de football. Et pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, à commercial Montagnard MTL, sur YouTube, Les Montagnards Montréal. On remercie encore une fois SPG, Service Pelletier Gosselin et Brasseur RJ pour leur support. Bonne semaine tout le monde.